La plateforme 2 de Galder Gazelu Urrutia avec Milena Smith, Ovik Kutchikarian et Oscar Jainada, entre autres. C'est tout simplement la suite de l'histoire de plateforme, le premier du nom, sur la plateforme Netflix. Le concept, c'était enfermer des gens dans un espèce de lieu avec des centaines d'étages, où il y a une plateforme au milieu qui descend, qui va du premier étage jusqu'au, je crois, 300e étage, avec au début une plateforme remplie de nourriture et qui en fait va descendre à chaque étage. Il y a un binôme à chaque étage, et la question va être de savoir est-ce que les premiers vont se gaver et ne rien laisser à ceux du dessous, ou alors est-ce que chacun va être correct et manger sa part, histoire que tous les étages aient à manger. Alors le concept du premier était pas mal, hein, c'était original, mais le 2 est juste une purge de la merde. Déjà le premier c'était clairement une critique à la fois de consommation, mais aussi des élites qui ont tout versus les pauvres qui n'ont rien. Voilà, il y avait plein de métaphores dans le film, mais là en fait le 2 ils ont fait la même chose en rajoutant des notions, mais en expliquant tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils parlent, les personnages, ils font des citations. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Robespierre quand même, et c'est de ça tout le film. C'est-à-dire que quand ils vont parler de la révolution, du peuple qui renverse, enfin voilà, c'est que des citations, des exemples historiques, vraiment c'est avec des gros sabots. Le réalisateur il prend son public pour un con en fait, il lui dit regardez là je voulais bien dire ça. Donc vraiment, t'as le prophète à un moment donné, le 2 est vraiment nul à chier. Et en fait c'est un peu pareil que le 1, c'est-à-dire que c'est un peu en suspens, c'est-à-dire que la fin du 2 ça finit comme la fin du 1. Ils te font un film qui est mâché, vraiment c'est du papier mâché quoi, t'as rien à comprendre. Mais après à la fin ils aiment bien mettre un petit suspense, alors voilà là vous allez devoir vous poser des questions. En fait c'est juste parce que c'est hyper mal foutu et que c'est vague. Mais voilà, sinon c'est vraiment la même histoire avec voilà, d'autres trucs en plus. Donc aucun intérêt. Joker Folia 2 de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Lady Gaga et Brendan Gleeson entre autres. Ça raconte les suites de l'histoire du Joker, à savoir sa pénitence en prison, suivi de son procès pour savoir s'il était mentalement sain ou non de ses crimes, et aussi sa rencontre avec la femme qu'il va aimer, à savoir Harley Quinn. Grosse déception, comme vous avez pu voir à la note, vraiment une nullité sans nom. Avant de voir le film, je suis pas pourtant du genre à adorer ou détester telle ou telle chose, mais et en plus j'avais eu des critiques mitigées du film, et même moi j'avais dit à ces personnes, oui non mais faut pas comparer au premier, parce qu'ils me disaient ouais le 1 était mieux. Mais en vrai même ça moi je regarde même pas ça. Je m'étais dit de toute façon voilà je ne comparais pas et je savais que le 1 resterait le meilleur. Mais là il est juste à chier, juste en tant que film indépendant il est nul. Déjà l'histoire ne sert à rien, c'est-à-dire que pendant plus de 2 heures de film, en fait il est dans la prison et dans un tribunal. Donc c'est un film de procès, mais dont le procès est complètement useless. À savoir, toute la question va être de dire est-ce que Arthur Fleck, donc le personnage du Joker, est-ce qu'il est lui-même quand il a commis ses crimes, ou est-ce qu'il est schizophrène, est-ce que Joker est une autre personnalité de lui, ou est-ce que c'est juste lui qui se maquille. C'était ça le truc. Mais déjà moi je trouve que cette question elle a chier parce que la schizophrénie ça existe dans notre monde et c'est pas un phénomène nouveau. Quand quelqu'un tue quelqu'un en termes de schizophrène, alors effectivement il va soit être en prison et condamné comme tel, soit il va être en hôpital psychiatrique, mais dans tous les cas il sortira pas de toute façon. Je veux dire quand tu commets un crime, on ne dissocie jamais les deux personnes. Un schizophrène, ça reste cette personne. Donc s'il a commis un crime, il va être sanctionné, alors soit avec des produits chimiques parce qu'il est complètement taré, soit dans une cellule. Mais là, alors vous allez me dire c'est la même chose dans ce film, mais on le voit pas comme un truc entre prison ou hôpital psychiatrique, mais presque comme coupable ou pas coupable. C'est ça le truc, et je trouve que non, c'est bidon. En fait, dans tous les cas, il est coupable, même s'il est schizophrène et que c'est une autre personnalité. Ça tourne autour de ça, et c'est pas intéressant, c'est vraiment pas intéressant. En fait, ça parle du premier, c'est un film nostalgique en fait. Alors il a tué ça, il a fait ça, ça n'avance pas. Je m'étais dit que cette partie du film, ça serait la première partie, et qu'il y aurait une deuxième partie de film. Or non, c'est tout le film. Tout le film, c'est la question est-ce qu'il va être jugé pour ses meurtres. Et ensuite, l'autre côté, donc à savoir la relation avec Harley Quinn, elle est nulle à chier aussi. Il y a rien en fait, ça ne fait même pas avancer le récit. À part le côté, il est heureux parce qu'il est plus seul, mais ça tu le sais juste parce qu'il le dit dans une chanson, je suis heureux, je ne suis plus seul. Mais je veux dire, dans le film, ça ne sert à rien parce qu'il reste dans la prison, il reste au tribunal. Je veux dire, elle ne fait pas avancer l'histoire Harley Quinn. Et puis j'ai aussi précisé sur le personnage donc, de Lady Gaga, d'Harley Quinn. Mais pour moi, j'ai vu Lady Gaga pendant 2 heures. Surtout que comme ça chante et que Lady Gaga est quelqu'un de connu en tant que Lady Gaga est chanteuse, quand elle chante, je vois Lady Gaga qui chante. Même à un moment donné, elle fait une musique et sur le piano en mode, ça me sortait du film. Je voyais la showwoman Lady Gaga faire de la musique. Je ne voyais pas un personnage, je voyais pas une femme qui est un peu tarée, qui est Harley Quinn en fait. Donc vraiment même ça, je trouve que ça n'allait pas. Et puis maintenant, on va aller droit au but, à savoir que donc ce film est une comédie musicale. C'est tout ce que je déteste. En fait, de base, je déteste les comédies musicales. Je n'aime pas ça, je ne rentre pas dedans, je n'aime pas. Mais dernièrement, j'ai vu des films qui m'ont fait aimer des parties musicales. Et je vais en retenir 2 qui sont quasiment des chefs-d'œuvre, à savoir le dernier Emilia Pérez, qui est encore au cinéma, où là, les musiques te donnent des frissons, c'est impactant. Et si tu enlèves ces parties musicales du film, le film perd en valeur. Le film reste bien, mais il perd en valeur. Je trouve que ces musiques-là font de l'effet waouh au film. Et l'autre film, c'est Rebelle, un film qui a pas très bien marché, qui est passé sous les radars, un film qui parle de l'État islamique, des enfants qui sont enrôlés et tout ça. Le film est dramatique tout le long, ça parle vraiment de ça. Mais il y a 2-3 moments musicaux dans le film où je m'y attendais absolument pas. Et waouh, j'en avais des frissons, vraiment. Et c'est un film, je crois, je l'ai mis top 2 ou top 3 de l'année, je crois que c'était en 2001 qu'il est sorti, pour dire comme il m'a impacté le film. Et s'il y avait pas eu ces moments musicaux, il m'aurait peut-être pas autant impacté. Il y a des moments musicaux, et je sais pas si ils font partie des comédies musicales, mais qui marchent. Et donc ce film, c'est ce que je déteste dans les comédies musicales, à savoir qu'en fait, aucune musique n'est impactante dans le film. Vous allez pas vous dire, tiens, je vais réécouter cette musique sur Deezer ou sur Spotify, vous allez les oublier à peine partie du cinéma. Ça fait plus côté Disney, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont parler, ils vont chanter. Des fois, c'est pas long, elles sont pas longues, mais genre, ils parlent et d'un coup, oh là là, il va se mettre à chanter. Et j'aime pas. Les autres, ça fait très clip dans Rebelle et dans Emilia Pérez, mais voilà, on est dedans, quoi, c'est prenant. Là, ça reste dans le film, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils chantent dans le film, alors des fois, ils s'imaginent tout dans sa tête, mais je trouve que, vraiment, c'est nul. C'est nul. Donc, vraiment, je ne conseille absolument pas ce film. Franchement, si vous avez vu le premier, vous pouvez vous contenter du premier, parce que ce film-là n'a aucun intérêt, vraiment. C'est pas genre, ouais, bof par rapport au premier, non, c'est que le film est naze de base. Donc, vraiment, ouais, grosse déception, quoi. Lee Miller, de Helen Koras avec Kate Winslet, Andy Samberg et Alexander Skarsgård, entre autres. Ça raconte l'histoire de la célèbre journaliste de guerre, Lee Miller, qui a surtout été connue pour avoir couvert la Seconde Guerre mondiale, et notamment la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec par exemple des photos des camps de concentration et d'extermination. Donc on va suivre un peu sa vie avant la Seconde Guerre mondiale, les relations qu'elle avait, que ce soit en France
avec des Français, et notamment Paul Éluard, jusqu'au au moment où la guerre éclate, quand elle, c'est une américaine et elle va se mettre en couple avec un anglais, donc elle va vivre à Londres, et vivre la seconde guerre mondiale à Londres, donc elle va connaître un peu les bombardements qui va se passer là-bas, elle va couvrir un peu, mais c'est surtout après, voilà, comme j'ai dit, à la fin de la guerre, qu'elle va venir en France. En fait, elle va venir une fois, je crois que Paris est libéré en 44, il me semble. Elle va continuer de voir ce qui se passe sur le front allemand, et couvrir du coup toutes ces atrocités. Et le film, en fait, il est fait comme une interview, c'est-à-dire qu'on voit Lee Miller âgé, qui est interviewé donc par un journaliste. Alors honnêtement, j'ai trouvé moyen le film. Je sais pas si c'est objectif ou c'est vraiment une impression de ma part, mais ouais, j'ai trouvé long et lent en fait. Je trouve que l'histoire elle est pas intéressante. En fait, il y a des moments qui vont marquer dans le film, évidemment, c'est les moments où tout simplement elle va filmer les camps de concentration, hein, avec les juifs qui sont les juifs et même toutes les autres personnes, hein, étrangers, communistes, homosexuels et compagnie, qui sont complètement squelettiques, qui sont entassés là, les corps et tout. Il y a des moments qui sont un peu tristes comme ça, enfin un peu forts. Je veux dire, ça c'est la réalité, donc en fait on peut être que touché par ce genre d'image. Donc pour moi c'est pas ça qui fait que le film est bien. C'est pas avec des scènes comme ça, parce que oui, dans n'importe quel film, vous montrez ça sera choquant. Et du coup, le reste du film, je suis désolé, mais je trouve pas intéressant en fait. D'ailleurs, j'ai appris son existence dans le film Civil War. À un moment, la journaliste, elle en parle que elle rêve d'être aussi connue que Lee Miller. Et aussi, j'avais, en fait, en voyant le film, je me suis rendu compte que des images des livres d'histoire qu'on avait dans nos cours appartiennent à Lee Miller, notamment une photo très célèbre d'une femme, d'une Syrienne, je crois. Mais voilà, en fait, vraiment, il y a absolument rien de transcendant dans le film. En fait, c'est horrible parce que ce film, c'est presque pire qu'un film mauvais, c'est-à-dire un film que je vais trouver naze parce qu'il y a ça, ça et ça qui va pas. En fait, c'est un film oubliable, c'est-à-dire qu'il m'a procuré aucune émotion. Et normalement, le cinéma, c'est censé procurer des émotions. Et même si c'est en mal, à la limite, je veux dire, c'est comme l'amour, il y a l'amour et la haine, mais le pire des deux, c'est l'indifférence. C'est quand du coup tu t'en fous, c'est qu'il y a vraiment plus rien. Quand tu détestes quelque chose, c'est qu'il y a une part de trucs qu'on avait envie d'aimer ou quoi. Et là, ce film, ça me fait cet effet-là. Il m'est passé dessus, quoi. Rien à dire, quoi. Donc, ouais, si ça vous intéresse, si malgré tout la vie de Lee Miller vous intéresse et c'est le moment qu'elle a couvert pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà, vous intéresse, ok, mais honnêtement, vous allez pas ressortir en disant waouh, quoi. Donc, ni satisfait, ni déçu, juste, ouais, oubliable. Jury numéro 2 de Clint Eastwood avec Nicholas Hoult, Toni Collette et Zoe Dutch, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un homme qui va être désigné juré dans une affaire d'homicide, et il va se rendre compte qu'en fait l'affaire qui est jugée, c'est une affaire qu'il a vécue personnellement, parce que la personne qui est morte, c'est en fait lui qui l'a tué. Le film va se centrer donc sur une partie très rapide résumée du procès, et surtout la délibération du jury, et c'est ça qui va prendre le temps du film. Tout le monde va être pour prononcer coupable le suspect numéro 1, alors que lui, il ne veut pas prononcer ce verdict, et il va être contre l'avis de tout le monde, et en fait, voilà, le film va se passer sur ça, à savoir, lui va essayer d'argumenter pour tout faire pour innocenter ce mec, et sauf que pendant le film, il va y avoir plusieurs personnages qui vont graviter autour de lui, qui vont lui faire prendre conscience de certaines choses. Je suis assez déçu. En fait, l'affaire, je la trouve naze. L'idée est originale, ce truc de il est juré sur une affaire, donc c'est lui le coupable, mais en fait, ce qui ne va absolument pas, c'est l'affaire elle-même. Concrètement, lui, il a renversé une femme sur la route, pendant qu'il pleuvait, le choc l'a propulsé dans un bas-côté, quoi, contre des rochers. Et ce qui est dit dans l'affaire officielle, c'est que ça serait son petit copain qui serait, après une dispute dans un bar, serait allé la retrouver sur la route et l'aurait tabassé à mort en bas des rochers. Rien que là, en fait, c'est fou, c'est que même pendant que ça expliquait ça, qu'à un moment donné, ils ont dit les causes du décès, qui parlaient de ça, je me suis dit, mais what? Enfin, pour moi, c'était évident que elle s'était fait renverser, quoi. Ça changeait pas de savoir qui pouvait être le coupable. Mais je veux dire, les causes du décès, pour moi, c'était évident. Et quand dans le film, ils expliquent que c'est des coups, je me suis dit, mais c'est une blague. Après, pendant le film, ils t'expliquent oui, il y a eu que un médecin légiste qui a fait ça, et il avait eu 5 affaires pendant la journée, donc du coup, sous-entendu qu'il a mal fait son taf et tout. Alors, je veux bien croire que des erreurs juridiques, il y en a partout, hein, en vrai, mais je trouve que là, c'est beaucoup trop gros. Et du coup, pour une histoire comme ça qui est intéressante, sur le côté c'est moi le coupable, qui juge tout, l'affaire, je la trouve trop pourrie, quoi. Pendant une grosse partie du film, on te dit que c'est lui le coupable, c'est son copain, son petit copain qui l'a tué et tout, en la tabassant, machin. Et en fait, c'est parce qu'il y a un mec qui émet l'hypothèse qu'elle a été renversée, que là, pendant une demi-heure de film, ça va tout renverser les trucs, genre même l'avocat qui était contre le suspect numéro 1, elle va se remettre en question et tout. En fait, je comprends même pas l'intérêt. Je veux dire, la cause du décès ne change pas le suspect. Mais ça change quoi? Que son petit copain, il est trouvé sur la route, il se soit arrêté, qu'il est tabassé sur le bas-côté, ou alors que son petit copain l'a tout simplement renversé. Enfin, pour moi, ça changeait rien. Rien que le fait qu'il découvre miraculeusement que peut-être elle s'est fait renverser, ça lui fait tout changer d'opinion en se disant c'est peut-être pas son petit copain. Enfin, pour moi, c'est ridicule. Ce qui peut être sympa, c'est la fin. À un moment donné, il y a un dialogue avec un des autres jurés qui lui laisse ce message. En gros, il est coupable parce que le mec là est un con dans la vie, que apparemment il travaille dans un cartel ou je sais pas quoi, dans un truc de drogue. Enfin bref. Et j'ai l'impression que c'est ça un peu qui fait qu'après le personnage principal, finalement décide de donner sa voix comme quoi le suspect est coupable. Il se protège parce que lui au même moment il va avoir un bébé avec sa femme et tout. Donc en fait, il y a ce côté-là de dire quelle vie est plus importante de sauver en fait entre ce mec-là qui est une merde, même s'il a pas tué sa copine, ou lui qui est un petit modèle parfait de petite famille et qui a commis cet accident. Et ce message-là, il est quand même assez intéressant, mais je trouve qu'il est pas assez poussé, il y a pas assez de réflexion dessus, c'est dommage. Et donc la fin est intéressante, il va quand même se décharger pour avoir la conscience tranquille en avouant presque ce qu'il a fait à l'avocat qui a chargé le suspect numéro 1. Et sauf que elle, par contre, plutôt que faire briller sa carrière comme quoi elle a gagné ce procès et qu'elle monte, elle préfère en fait rétablir la vérité, et en fait on comprend qu'elle va l'incriminer quoi, pour ce meurtre. Le film est pas mauvais, en vrai il est pas mal, c'est juste que ouais, la véritable raison de cette note qui fait qu'il a pas la moyenne, c'est donc le cas de la mort de la fille, qui je trouve c'est vraiment trop aberrant, comment ils disent bah tiens je change d'avis parce que voilà, ça j'ai trouvé ça nul, et aussi tout simplement parce que c'était en VF. D'habitude c'est l'UGC où je vais, c'est tout en VO, mais dans l'autre cinéma où je vais, il y a des fois de la VF et je fais pas gaffe. Et là je suis tombé sur la VF, j'ai même hésité à me barrer, parce que vraiment je ne supporte pas la VF, en tout cas la VF actuelle. Je sais pas, peut-être que quand j'étais petit je trouvais ça cool et tout, ou peut-être que c'était bien, mais maintenant je suis désolé. On parle du métier de doubleur qui est en train de disparaître, que c'est triste pour et tout, je suis désolé, j'en ai rien à foutre. La qualité est tellement dégueulasse que ça ne mérite pas que ce métier soit sauvé. Les voix VF, à part
allez, le héros, le personnage principal, ça allait, mais les autres, c'est tellement cliché, caricatural, on n'y croit pas en fait. Enfin, quand on est habitué à voir les vrais gens parler, donc en VO, voir du doublage sur des gens, c'est tellement dégueulasse. Du coup, j'ai pas réussi à rentrer dans le film tellement la VF m'a dégoûté. Donc voilà, là c'est hyper subjectif, je le sais, mais au final, c'est le rendu que ça m'a donné sur le film. Drone de Simon Buisson avec Marion Barbeau, Eugénie Desrouans et Cédric Kahn entre autres. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est en études d'architecture et en fait avec un groupe d'autres étudiants, enfin qui viennent d'être diplômés, vont être sous la direction d'un architecte connu qui va lui demander de faire un truc. C'est comme une sorte de stage pour valider en gros leur diplôme. Elle va connaître un peu ce milieu, enfin ces nouveaux gens, Paris et tout. Sauf que elle va se rendre compte qu'il y a un drone qui fait que la suivre partout, qui est jusqu'à chez elle, devant son appart. Sans plus, franchement sans plus. Alors je note en positif l'originalité du film, à savoir voilà une histoire d'un drone comme ça, qui épie chacun de ses mouvements, qui va dans son intimité, etc. Ce côté un peu mystérieux, qui pilote ce drone et compagnie. Mais ça s'arrête là. Pour moi, il y a trop de points négatifs qui font que je suis pas entré dedans. Il y a un côté qui j'ai l'impression qu'il a voulu être mis en place, c'est le côté est-ce que c'est dans sa tête ou est-ce que il y a vraiment un drone. Et en fait ça dès la première seconde du film on le sait parce qu'on voit le drone qui la surveille avant même qu'elle le découvre. Dans un film si vous faites ça, à la fin vous pouvez pas dire ah bah non c'était dans sa tête. Vous montrez au spectateur que le drone voit le personnage principal avant qu'elle-même ne le voit, donc ça montre que c'est réel. Et très vite dans le film il y a d'autres protagonistes qui vont voir aussi ce drone. Donc à un moment donné ils le mettent dans le film genre ouais c'est dans ta tête peut-être. Enfin c'est dommage parce que on n'y croit pas une seconde. Ce petit mystère de savoir s'il est parano ou pas, pour moi il est balayé dès le début. Ensuite ça va crescendo dans le côté obsession du drone à la suivre. Ça va jusqu'à une sorte de course poursuite et tout. Quand elle est en train de se dire vas-y faut que j'enquête, faut que je demande à des gens est-ce que ce drone existe et compagnie. Meuf, on vit dans un monde où il y a des téléphones portables. À aucun moment dans le film, elle le prend en photo ou en vidéo. Alors qu'elle a plein de fois l'occasion de le faire. Mais genre elle va même jusqu'à essayer de le dessiner. Bah oui, l'architecte, dessiner le drone de mémoire pour le montrer aux autres. Est-ce que vous connaissez ça? Mais meuf, t'aurais pris une photo puis au moins t'aurais la preuve. Enfin, t'amènes ça à la police. Rien que ça, voilà, c'est des trucs, c'est tout bête. Mais à un moment donné, il y a une course poursuite en moto. Bon voilà, je dévoile pas ce qui se passe et tout. Et c'est pareil. Encore, on aurait un drone qui a des missiles qui veut la tuer, j'en sais rien. Mais là, t'as l'impression qu'ils veulent l'échapper à tout prix. En plus, ils ont aller voir la police. T'as pas besoin de rouler comme un dératé en moto. Je veux dire, le drone, il va pas te tuer. Donc au pire, t'avances tranquillement au commissariat quoi. En le filmant comme ça, t'as la preuve. Ah, je sais pas. L'histoire du film, je trouve qu'elle est facilement démontable. Et après, il y a donc d'autres points que j'aimerais revenir qui sont un peu hors film et qui m'énervent. Il la montre comme une pauvre petite fille qui a besoin parce qu'on apprend qu'elle a perdu ses bourses. Bon, je ne sais plus pour quelle raison, mais en gros, elle a besoin d'argent, elle a pas beaucoup d'argent, la pauvre. Et c'est pour ça qu'en fait, elle va faire du sex cam, en gros, des live cam avec des gens. Et ça vraiment, ça me gonfle. Parce que déjà de base, quand on voit l'appart où elle vit, la meuf, elle a alors, j'ai l'impression que c'est un T1 bis, parce qu'il y a un grand salon, appartement où il y a son lit, mais enfin, on voit qu'il y a une cuisine à côté, il y a la salle de bain, il y a plusieurs pièces, donc le truc est grand. Et elle est dans un immeuble avec c'est pas une baie vitrée du coup, mais c'est une fenêtre vitrée, vraiment des larges fenêtres qui fait tout l'appart. Et elle a vue sur tout Paris, la Seine, la Tour Eiffel. Bah, je suis désolé, mais je pense qu'un appart comme ça, t'es pas boursier, si t'as un appart comme ça. Donc voilà, rien que ça, vraiment, ça m'énerve. Et en plus, du coup, il mise sur le fait, le côté un peu misère sexuelle, la précarité, à savoir, bah oui, elle est obligée, la pauvre, de faire des live cams, c'est pas bien pour elle, c'est triste. Ça me gonfle. Elle est pas prostituée par un Mac qui la force exprès à faire ce truc. C'est elle qui l'a choisi, en fait. Il faut pas inverser la misère sexuelle. C'est pas elle qui la vit, c'est les hommes qui la vivent. C'est les hommes qui n'ont pas d'occasion d'avoir de partenaire ou quoi, et qui vivent cette misère, et qui vont faire payer des services pour ça. C'est eux qui payent. Elle gagne de l'argent tranquillement. Si elle voulait vraiment gagner de l'argent, elle pourrait faire caissière, agent d'entretien, ou alors travailler dans des fast-food. Il y a plein de métiers du quotidien et franchement, tu peux y aller tranquille, il y a pas de il y a plus de place, je peux pas travailler. Si vraiment ton bout de rouleau, tu peux faire ça. Donc si elle choisit de faire ces trucs-là, elle fait ce qu'elle veut, c'est très bien pour elle. Mais de le mettre sur le côté, oh là là, la pauvre victime, elle est obligée de se foutre à poil devant les mecs. Bah non, en fait, t'es pas obligé. Ce côté victimisation qui me gonfle, et vraiment voilà, si elle le fait et qu'elle gagne 300 balles par là et tout, mais tant mieux pour elle. Par contre, le faire en mode, oh là là, j'ai pas de bourse et je suis obligé de le faire, machin, parce qu'elle le dit à un moment donné dans une scène, mais nique quoi, vraiment nique, elle va travailler, faire d'autres boulots que des gens feraient. Vraiment, c'est renverser la victimisation, je trouve ça vraiment nul à chier quoi. Donc voilà, mis à part ces points qui sont externes au film, mais bon, mine de rien qu'ils le mettent comme message dans le film, et ces côtés un peu improbables dans les films avec la course poursuite du drone, qui font que, ouais, vraiment, j'ai pas pu mettre une meilleure note. Mais à côté de ça, j'ai pas détesté le film, les acteurs ça va, ils jouent assez bien, et l'idée reste originale. Donc voilà, après à vous de voir si, avec ce que je vous ai dit, si vous avez envie de quand même de voir le film, bah allez-y. Smile 2 de Parker Finn avec Naomi Scott, Rosemary DeWitt et Lucas Gage entre autres. Ça raconte l'histoire d'une star qui va être infectée à une sorte de démon qui va se manifester par des gens qui vont lui sourire avec un sourire démoniaque, et donc ça va se manifester par voilà ces agressions de ces personnes-là, par de la paranoïa, jusqu'à la folie totale, et du coup elle va essayer de s'en sortir. Alors comme son nom l'indique, c'est le numéro 2, mais franchement ce n'est pas du tout une suite. Alors il y a un seul moment dans le film qui évoque le premier, à savoir un mec qui va lui expliquer un peu ce qu'elle a, et citer à un moment donné le fait qu'une psy l'a chopé avec un patient, enfin une patiente, et donc ça c'était l'histoire du 1. Mais sinon à part ça, il y a absolument pas de lien. Et du coup c'est le premier problème du film, à savoir que c'est pas grave d'avoir loupé le premier, mais du coup pour le spectateur qui a vu le 1, en fait il se retape le même film. Dans le 1 on avait eu un schéma avec une conclusion complètement folle, qui était vraiment bien, et là bah dans le 2 ça revient entre guillemets à zéro, c'est-à-dire qu'on a la phase infection, les gens qui sourient, la personne qui essaye de leur échapper, jusqu'à une fin aussi un peu dingue dans celui-là. Mais le truc c'est que c'est le même film, sauf que c'est pas les mêmes personnages infectés. Au lieu d'appeler Smile 2, ils auraient pu marquer Smile avec le nom du personnage, pour dire que c'est un autre truc. Je veux dire c'est que les titres des fois il y a pas marqué 2, ça peut être il peut avoir un sous-titre. Bah là je trouve que ça aurait été plus cohérent, parce que vraiment on revient à zéro, et du coup voilà on se retape le même cheminement. Après ce qui change c'est que elle c'est une superstar, donc il y a un côté qui est vachement présent dans le film, c'est le rapport au show business, à son entourage professionnel et familial, mais qui va essayer de toujours la pousser à faire le show, même peu importe sa santé, et ça c'est quelque chose qui est vachement important dans le film. D'ailleurs le personnage principal a des problèmes d'addiction, de drogue et tout, du coup pendant tout le film, alors ça c'est un truc aussi, elle boit de l'eau tout le temps, mais pas n'importe quelle eau, c'est de l'eau d'une bouteille, et c'est une marque, et du coup j'ai jamais vu dans aucun film un placement de produit aussi énorme que celui-là. Elle se tape 4 bouteilles cul sec pendant le film, on la voit 4 fois faire ça, sinon on la voit prendre des gorgées pendant tout le film, et on voit toujours bien la marque de la bouteille, c'est vraiment forcé. À un moment donné je me suis même demandé, il va se passer un truc avec l'eau, il y a quelque chose, en fait
fait, non, c'est juste du placement de produit abusé. Et là, ils expliquent qu'elle a besoin de boire pour faire passer son addiction aux drogues, mais bon. Mais du coup, voilà, il y a un côté un peu chaud, que voilà, le côté célébrité, les répercussions et tout. Et d'ailleurs, je trouve que cette curseur est pas super bien jaugé. Il y a des moments, il y a des scènes de clips, de concerts, t'as l'impression, je croyais que l'actrice était aussi chanteuse et que c'était une pub pour elle, quoi. On sort un peu du film d'horreur, quoi. Pour ces moments-là, le film est assez long, il dure 2h15, je crois, ça rajoute à la longueur du film. Pas blindé de moments horrifiques, quoi. Il y a beaucoup de moments sur sa propre folie, le côté burn-out et tout ça, qui est lié au fait qu'elle voit des gars avec des sourires, mais il y a aussi son travail qui lui prend psychologiquement. En fait, ce qui est dommage et ce qui fait qu'il est moins bien que le 1, c'est que ce qu'il y a dans le 2, on l'a vu dans le 1, il n'y a pas du tout d'évolution, donc c'est la même chose, avec, donc comme je l'ai dit, un autre personnage, mais ce personnage, autant le 1, c'était que centré sur ça, cette malédiction, alors que là, c'est aussi centré sur un autre problème. Après, le film est très bien fait, l'actrice, elle joue vraiment hyper bien dans la paranoïa, la folie, le burn-out et tout, vraiment, elle joue vraiment très bien. Et il y a quelques moments aussi d'horreur qui sont pas mal, dont une scène avec un mec dans un couloir de nuit, pour ceux qui l'ont vu, elle est vraiment top. Et aussi, dans la bande-annonce, on voit à un moment donné, il y a les chorégraphes, là, les musiciens qui sont en bande, ils sont tous avec leur sourire en train d'avancer dans son appart, celle-là, elle est pas mal aussi. Mais justement, là-dessus, il y a un truc aussi que je veux dire, c'est que par rapport au 1, il fait un peu moins peur, dans le sens où, je trouve que les sourires, parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'effet numérique, mais le truc, c'est que si les gens ne font pas hyper peur comme ça, l'effet marche moins bien. Et autant dans le 1, je trouve que les gens qui faisaient ça étaient hyper flippants, surtout celle de l'affiche du 1, et c'est la meuf folle de l'hôpital psychiatrique. Là, dans le 2, il y a beaucoup de personnages qui font ce sourire qui font pas hyper peur. Et du coup, ça enlève un peu d'horreur. Donc voilà, pour conclure, vraiment, c'est un Smile 1 en moins bien, je trouve, en moins efficace. Et c'est dommage. Et justement, notamment la scène de fin là, où dans le 1, vraiment, j'avais beaucoup aimé le 1 et j'avais trouvé ça vraiment génial, là, le truc de fin qui était complètement what the fuck. Et là, dans le 2, ça revient, ce truc-là un peu complètement déjanté, mais je trouve que c'est bâclé, ça va hyper vite. Et notamment là, ce qui arrive un peu avant avec le mec qui va pour l'aider en la mettant sur la table, voilà, la chambre froide. En fait, le fait qu'elle s'imagine des trucs, c'est toujours des visions, c'est quasiment jamais réel. Il y a plein de trucs qui se passent pendant le film qui en fait on se rend compte que c'est faux. Et du coup, c'est dommage parce que quelque part, c'est de la perte de temps, c'est-à-dire qu'on nous filme pendant des dizaines de minutes plein de scènes, on comprend qu'en fait ça n'a jamais existé. D'ailleurs, justement, et j'ai remarqué une erreur dans le film, sa copine, à un moment donné, elle s'est brouillée avec sa copine, elle demande à la revoir, elle vient chez elle, elle passe la nuit et tout. Bon, pendant tout le film, on voit cette copine. Et à toute fin du film, on comprend qu'elle est jamais venue, qu'elle est jamais allée la voir. Sauf qu'il y a une scène pendant le film où, dans la salle, c'est dans le salon, il y a que la copine et la mère de l'héroïne qui sont toutes les deux dans la salle. Et elles se parlent. Mais si elle n'a jamais existé, cette scène ne doit pas exister. Et donc ça, c'est une des grosses erreurs de réalisation. Parce qu'autant quand tu veux jouer la folie de quelqu'un, la schizophrénie et tout, bien sûr qu'il y a des trucs à jouer. Mais normalement, ça doit être cohérent. Là, c'était cohérent de montrer sa copine dans toutes les scènes où elles sont que toutes les deux, parce que c'est dans sa tête. Mais là, quand vous mettez un personnage qui est pas censé être là, mais qui parle à un autre personnage qui est pas censé être malade ou de voir des visions, ça tient pas. Donc pour conclure, le film est quand même pas mal. Si vous avez aimé le 1, vous aimez les films d'horreur en général, allez le voir. Mais en tout cas, voilà, ne vous attendez pas à quelque chose de mieux que le 1. Venom, The Last Dance de Kelly Marcel avec Tom Hardy, Juno Temple et Alana Ubach, entre autres. C'est l'issue des histoires de Venom, où cette fois-ci on apprend qu'il y a un vilain qui a l'air vraiment badass, hyper puissant, qui contrôle les ténèbres, qui était là avant l'univers, qui est apparemment à l'origine des symbiotes, et aussi d'autres monstres qui mangent les symbiotes, qui a été, pour je sais plus quelle raison, enfermé et bloqué dans un endroit un peu, une sorte de prison cosmique. On apprend que c'est les symbiotes, je crois, qui l'ont emprisonné, et qui se sont barrés, et sauf qu'apparemment, il faudrait un codex qui permettrait de le libérer de sa prison. Et en fait, on apprend que le codex, c'est quelque chose qui apparaît quand il y a une fusion entre un symbiote et son hôte, mais qu'il y a eu un mort, que l'hôte a été mort, mais qu'il a été ressuscité par le symbiote, et quand les deux fusionnent, et il y a ce codex qui apparaît, et en fait, c'est la clé pour ouvrir la prison du monstre. Et donc le film, ça va être le grand méchant qui va envoyer ces espèces de méga monstres pour rechercher le codex, et donc en l'occurrence Venom et Tom Hardy, parce que je sais plus si dans le 1 ou le 2 que Tom Hardy meurt, et que Venom le ressuscite, et du coup quand ils sont tous les deux ensemble, il y a cette espèce de codex qui est en eux là. De son côté, alors c'est Eddie Brock, je crois, le personnage de Tom Hardy, il fait rien de particulier, je crois qu'il est au Mexique parce qu'il est un peu en cavale, il est recherché par la police, par tout le monde parce qu'il aurait tué soi-disant quelqu'un, et donc son but ça va être de essayer de fuir, en fait on sait pas trop parce qu'il est au Mexique, on dit qu'il est en cavale, mais du coup il essaie de retourner aux États-Unis, à New York, donc c'est vrai que même ça n'a aucun sens, et leur but à tous les deux là, de vivre leur bromance, c'est d'aller à la Statue de la Liberté. Et donc il va y avoir cette rencontre entre eux, leur road trip, et les aliens qui vont essayer de les choper. Bon, selon résumé de film, pour pas grand chose, parce que ça reste un Venom, mais je suis extrêmement surpris des critiques. J'ai entendu des critiques qui le démontent à mort, et notamment qui disent qu'il est pire que le 2. Donc en fait, en voyant le film, déjà j'ai hésité à aller voir, mais comme j'avais vu les deux premiers, je me suis dit il faut que j'aille voir le dernier, donc je m'attendais à de la merde absolue. Et je suis désolé, j'ai apprécié le film. Alors peut-être que j'ai tellement été conditionné à voir de la merde que je me suis dit en fait ça va, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que par rapport au 2 il est mieux. Je trouve que le curseur de pipi caca, de vieilles blagues relou qu'il y avait dans le 2, il y en a un peu dans celui-ci, mais c'est moins, et je trouve qu'il y a pas mal de scènes intéressantes. Des scènes où ils parlent tous les deux, son symbiote et lui, des scènes où ils font la rencontre avec la famille hippie, dans le van, moi j'ai trouvé très sympa, ça fait un peu un côté scène de road trip. Tout ce qui est effets spéciaux, l'action et tout ça, moi je les ai trouvés stylés aussi. Les bêtes, les monstres qui mangent les symbiotes et tout, je les ai trouvés aussi très bien faites et originales dans la façon dont ils mangent les gens et tout, parce qu'en fait quand ils mangent, ça fait comme les trucs de bois quand on met les troncs d'arbres là dans les machines et t'as les copeaux qui dégagent, là ça fait du sang qui dégage comme ça, derrière la nuque. Il y a un esthétisme je trouve qui est stylé. Les autres Venom, je les ai trouvés stylés parce qu'à un moment donné il y a d'autres symbiotes de différentes couleurs et tout, j'ai trouvé ça sympa. J'avais entendu comme quoi ouais il y a plein de prétextes comme quoi on le voit jamais Venom parce qu'il faut pas qu'il se transforme et tout, alors que là je trouve que c'est bien dosé. Toutes les critiques que j'ai entendues qui démontent tel ou tel point, j'ai pas du tout retrouvé ça dans le film, et même l'inverse. Donc bien sûr que c'est pas un film qui va me rester, qu'il fait pas partie des meilleurs films de super-héros, et que voilà, des fois il y a des blagues pipi caca, mais franchement ça va quoi. J'ai passé un moment agréable dans le film. J'ai bien aimé ce côté course-poursuite avec les monstres qui doivent absolument choper le codex pour libérer le grand méchant pendant tout le film. Ce grand méchant, je le trouve hyper stylé dans cette espèce de prison cosmique là, on voit jamais sa tête. Et au final, en plus, je m'étais dit forcément à la fin il va sortir, et en fait non il sort pas. Bon bien sûr à la fin je m'attendais que ou l'autre
symbiote, où le symbiote allait mourir. Alors bien sûr, à la fin du film, le côté un peu Fast and Furious, quand Eddie Brock il se promène dans la rue, et qu'il a des souvenirs de Venom, et là il met des flashbacks du film, donc là je trouve que ça fait vraiment ridicule, enfin on vient de voir le film, ne nous remet pas des flashbacks du film. Après ils mettent quelques extraits de Venom 2 et 1, mais bon voilà quoi, c'est très succinct. Ça n'a pas du tout la même portée que Fast and Furious, surtout qu'à l'époque, Paul Walker il était mort, donc ça avait vraiment un impact émotionnel. Là voilà, c'est pas du tout le même niveau. Mais sinon là, le film, je l'ai trouvé agréable à regarder, donc ça vaut pas le déferlement de haine qu'il reçoit. L'art d'être heureux de Stéphane Liberski avec Benoît Poelvoorde, Camille Cotin et François Damiens. Ça raconte l'histoire d'un prof retraité qui va décider de déménager dans une région campagnarde du nord de la France. Il va se prendre une petite maison, c'est une maison spéciale qui est une espèce de gros cylindre, un peu maison d'artiste, et son but va être de réaliser ce qu'il aime faire, à savoir peindre. Il va faire des rencontres avec plusieurs personnes, et notamment d'une femme dont il va tomber amoureux. J'ai pas grand chose à dire sur le film, si ce n'est que j'ai bien aimé. C'est ce genre de film où il ne se passe pas grand chose en fin de compte, où on voit un moment de vie de personnages qui interagissent entre eux, et en l'occurrence là du personnage de Benoît Poelvoorde, qui est un personnage touchant parce qu'il est, on le sent très seul. D'ailleurs, on apprend très tôt que sa femme l'a quitté et qui a amené sa fille avec elle en Chine, qu'il n'a pas vu depuis qu'elle a 4 ans, et je crois que ça fait presque une quinzaine d'années qu'il n'a pas vu. Et d'ailleurs, on le voit au fait qu'il y a beaucoup de moments de scènes où il est tout seul et où il parle beaucoup, il se parle à lui-même, mais il s'imagine aussi d'autres gens parler avec lui. Donc voilà, on le voit quand même très seul. Qui aussi, du coup, aime beaucoup parler quand il est avec des gens, expliquer ce qu'il sait, détailler, décrire des choses, jusqu'à même embêter les gens avec qui il parle, tellement il a besoin d'exprimer ses choses, et qui a finalement un fond très gentil. Les acteurs jouent tous très bien, et particulièrement Benoît Poelvoorde, c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup, même si voilà, le film n'est pas un film grandiose, ni même son personnage, mais je trouve qu'il le joue tellement bien, et donc voilà, c'est toujours un plaisir de voir Poelvoorde dans un film. Seul petit bémol, c'est que, bon, au-delà, voilà, que ce soit un petit film sans prétention, même par rapport au titre, l'art d'être heureux, il y a une scène à la fin qui en dit long sur quand même le ressenti du personnage, ce qu'il ressent et tout, et en fait, je trouve que c'est pas hyper développé, c'est-à-dire que le côté d'être heureux, qu'est-ce que c'est que d'être heureux, est-ce que le personnage principal est heureux? Alors on a quelques réponses, surtout à la fin du film, mais du coup, ouais, ça, je suis un peu resté sur ma fin, sur une des dernières scènes du film, parce que je pensais que le film allait se terminer comme ça, et en fait, bah non, il y a une vraie fin derrière, donc je ne sais pas trop ce que le réalisateur a voulu dire, donc voilà, il y a ça qui m'a un peu gêné dans le film. Voilà, si vous êtes cinéphile et que vous voyez beaucoup de films, et que vous aimez Poelvoorde, je vous conseille d'aller voir le film. Terrifier 3 de Damien Leone avec Lauren Lavera, David Howard Thornton et Jason Patric entre autres. C'est la suite des histoires de Art le clown, un tueur en série boogeyman qui massacre n'importe qui pour aucune raison valable. Donc nous retrouvons l'héroïne 5 ans après la fin du 2 où elle avait décapité le clown Art, sauf qu'en fait on avait vu dans une scène post-générique que la tarée à qui il avait mangé le visage dans la fin du 1 était dans un hôpital psychiatrique et en fait accouché de la tête du clown. Bon, c'est complètement insensé mais c'est comme ça. Et donc bah voilà, le clown va reprendre du service et remassacrer n'importe qui jusqu'à retomber sur l'héroïne et son frère. Que dire de ce film? Alors, c'est assez particulier. Vraiment, ce film, c'est étrange. Et alors, pour l'occasion, j'ai vu les 2 premiers quelques jours avant. Pour se concentrer d'abord sur le 3ème, déjà, c'est le meilleur de la trilogie. Je vous conseille de voir les 2 premiers parce que là, dans le 3, vu que c'est une suite directe, il y a beaucoup d'allusions qui sont faites aux 2. Alors, c'est pas trop grave pour un film comme ça de pas les avoir vus, mais ça met plus dans le contexte de connaître l'histoire. Au niveau de la réalisation, de l'image, du visuel et tout ça, on voit qu'il y a plus de moyens. Par contre, ça reste plus ou moins du même niveau, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un film qui est ultra gore. Vraiment, on peut difficilement faire plus gore. Le truc, c'est que c'est du gore mal fait. C'est du mal fait entre guillemets. Ça fait nanar un peu. C'est-à-dire que quand il y a des visages qui sont arrachés, déchirés, cassés, découpés, c'est des gros plans, on voit bien, et du coup bah c'est pas hyper réaliste quoi, on voit que c'est du latex, c'est dégueu, et à la longue franchement au bout de 2 heures de film c'est assez lourd. En fait ce qui est dégueu, ce qui est dérangeant c'est l'acte, c'est les actes barbares qui sont dans le film, mais le visuel en soi, je trouve qu'il y a beaucoup plus gore dans d'autres films, et notamment je pense à la saga Saw, qui sur le coup je trouve fait beaucoup plus réaliste et beaucoup plus dur à regarder psychologiquement. Donc comme je dis, le film est bien, et ce que j'ai aimé dans celui-là c'est le lore, c'est l'histoire qui est autour, j'ai l'impression qu'ils sont en train de plus en plus d'ouvrir l'univers de ce monstre. Alors ce qui est bien aussi c'est que du coup on n'en sait pas plus sur ce clown, et ça je trouve ça bien, et j'espère qu'ils vont pas en dévoiler trop, ou même le faire parler, parce que pour ceux qui savent pas, ce clown est muet, et je trouve que ça rajoute un truc. Et évidemment, on peut penser à Jason dans le Vendredi 13 qui est muet aussi. L'originalité de Terrifier, c'est que le clown est un clown au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il fait des choses, lui-même il est dans un aspect comique, c'est-à-dire qu'il va rigoler, il va mimer, il va singer, donc en fait il se prend pas au sérieux quand il fait les choses. Et ça c'est quelque chose aussi d'assez unique dans les boogeyman. Et donc voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'en sait pas plus sur ce clown en fait. Il reste très mystérieux, et je trouve que plus il y a du mystère, mieux c'est. Par rapport à d'autres boogeyman comme justement Jason, lui on connaît son histoire. Freddy Krueger dans les Griffes de la nuit, voilà, il y a à chaque fois des histoires comme sur Scream aussi. Mais là celui-là on ne connaît rien. Alors ce que j'aime bien c'est le côté du coup comme j'ai dit lore, c'est-à-dire qu'on en apprend un peu plus sur le côté démon, parce qu'il y a quand même, de toute façon c'est fantastique, hein, ils sont quasiment introuvables, mais voilà, il y a un côté un peu avec une histoire d'enfer, etc., de monde parallèle, donc ça j'aime bien, je trouve qu'il y a un truc à creuser là-dessus. Après du coup ce qui peut être un peu gênant, c'est que justement du coup l'héroïne on apprend que c'est plus ou moins une sorte d'élu, avec son épée magique, et du coup ça en fait un peu une némésis pour Art le clown, et en fait quand il y a des face à face on a presque plus peur en fait, que ce soit dans le 2 ou dans le 3, elle gagne en fait, donc on sent qu'elle est plus forte que le clown, donc on va moins avoir peur pour elle, comparé voilà, à d'autres films de boogeyman où les héros sont vraiment les monstres, et du coup bah tous les personnages qui sont dans les films c'est pas des héros et ils peuvent se faire zigouiller. Là vu qu'il y a un peu un truc d'élu, bah on se dit bah normalement elle devrait s'en
sortir. Ensuite, maintenant, pour en revenir plus hors film, c'est-à-dire vraiment au général, c'est marrant parce que j'ai entendu des versions de gens qui auraient été déçus par le film, non pas parce que il est mal fait ou que c'est nul, mais parce qu'en fait ils s'attendaient à avoir peur et qu'en fait ils l'ont trouvé plus ou moins comique. Mais pour moi, c'est des psychopathes les gens qui pensent ça. En fait, ce film il est particulier, vraiment il est unique parce qu'effectivement, on n'a pas de la peur comme dans un Freddy, un Jason, un Scream, parce que le tueur est complètement taré mais en mode comique. Mais je suis désolé, à aucun moment je souris dans le film. Les seuls moments où à la limite on va sourire, mais c'est un sourire pour moi nerveux, c'est quand il y a des scènes gore dégueulasses où vraiment les corps c'est de la pâte à modeler. Tellement c'est gore et violent, c'est un peu du rire exultoire. Mais je veux dire, le film en lui-même n'est pas comique. Et le clown, même s'il fait des choses comiques, il est pas comique. Quand je vois ça, moi je suis horrifié au premier degré. Je me dis, mais quel psychopathe, quel taré. Sur le coup, je trouve que ce film, comparé à n'importe quel autre film du genre, je le trouve beaucoup plus violent. Pas dans le sens visuel, au sens gore, parce que comme j'ai dit, c'est un côté un peu trop latex, mais c'est dans le côté intention. Le clown est horriblement sadique et sauvage. La façon dont il explose les gens, c'est horrible. Et du coup, elles sont pas drôles, il est pas drôle le film. Et puis tous les personnages dans le film, c'est pris au premier degré, c'est-à-dire qu'ils sont horrifiés, ils ont peur, ils hurlent. Donc en fait, il y a absolument rien de drôle. Et vraiment, je n'arrive pas à comprendre ce côté entre guillemets comique que les gens disent. Non, il a absolument rien de comique ce film. Et il faut être vraiment dérangé psychologiquement pour rire devant ce film. À part, comme j'ai dit, les côtés rire des scènes absolument dégueulasses quoi. C'était une critique assez longue, mais il y en avait besoin parce que le film, c'est pas un simple slasher gore, hein, vraiment il y avait des choses à dire dessus. Et donc ouais, pour conclure, le film dans le genre, hein, épouvante, horreur, gore, c'est vraiment du gore. Il est sympa, il se laisse regarder. Moi, j'aime bien le personnage d'Art le clown, mais qui est vraiment dérangeant, je trouve, psychologiquement. Donc voilà, il faut y aller en sachant que vous n'allez pas avoir peur au premier degré, que vous pouvez être dégoûté physiquement à regarder les trucs, et que il y a un côté aussi, moi je trouve, qui est psychologiquement assez dur à regarder dans les intentions des actes que le clown fait. Mais à côté de ça, il reste de qualité. L'amour ouf de Gilles Lelouch, avec entre autres Adèle Exarchopoulos, François Civil, Mallory Wanek, Malik Frika, Alain Chabat, Benoît Poulvord, Vincent Lacoste et Jean-Pascal Zadi. Ça raconte une histoire d'amour entre deux adolescents, l'un qui est complètement décrochage scolaire et qui tombe très vite dans la délinquance, et l'autre qui est une fille unique d'un père récemment veuf et qui va grandir donc avec son père avec une certaine éducation et des certains codes, même si elle aussi est plutôt attirée par le non-conformisme, on va dire. Donc les deux vont tomber amoureux et on va suivre leur histoire, donc à travers leur adolescence, mais aussi leur vie adulte une dizaine d'années plus tard, après qu'ils aient vécu une séparation. Encore un bon film de Gilles Lelouch. Sur la forme, il est vraiment très bien fait, très bien réalisé. Les images sont belles, les acteurs jouent plutôt bien. Je dirais pas non plus que j'ai été impressionné par le travail d'acteur, mais sinon voilà, tout ce qui est autour, même les plans, la mise en scène, il y a certains effets de caméra, vraiment il y a pas mal d'originalité dans le film. Les musiques aussi, ça fait plaisir de voir un film français avec une bande son comme ça. C'est à la Tarantino, mais c'est pas du Tarantino, mais on va dire qu'il y a quand même pas mal de musique très connue dedans. Du coup c'est sympa voilà d'avoir une bande son comme ça. Pour ce qui est de la forme du film, vraiment, il est très bien. Il dure 2h40. Alors bien sûr, il est long parce que ça raconte vraiment leur vie à travers plusieurs âges, donc voilà, il faut prendre le temps. Mais en soi, j'ai pas forcément ressenti de trop de longueur. En revanche, ce que j'ai bien aimé dans le film, en fait, il y a plein de scènes où il y a des plans fixes comme ça et t'as la caméra qui avance sur le personnage. Ça fait kitsch un peu, ça fait années 80 ou 70, mais j'aime bien. Et en plus avec la bonne musique derrière, je trouve que ces plans-là sont vraiment cool. Après, c'est plus sur le fond que je vais avoir plus de mal. Les critiques de ce film, apparemment, c'est aussi tout blanc, tout noir, quoi. C'est genre, soit c'est génial, c'est sublime, ou alors à l'inverse, ça fait des caisses, c'est mauvais et tout. Donc pareil, j'arrive pas à comprendre en fait comment on peut aller dans les extrêmes sur ce film. C'est un entre-deux parce que sur le côté de la réalisation, je le trouve vraiment très bien fait, il est impeccable. Mais c'est vrai que sur le fond, l'histoire même, sans dire que c'est de la merde, voilà quoi, et c'est pas ouf en vrai. Parce que déjà l'histoire de base, leur histoire d'amour, c'est très cliché, très bateau. Et il y a un truc aussi, alors ça c'est propre à moi. Autant je peux avoir énormément d'empathie quand je regarde un film, me mettre à la place des personnages et tout ça. Mais quand les personnages principaux ne m'intéressent pas, c'est difficile d'avoir d'empathie. En l'occurrence, les deux personnages principaux sont des personnages antipathiques presque. Pas tellement la fille, mais surtout le gars, c'est un branleur, un voyou, hein, il vole tout ce qu'il trouve, il casse tout ce qu'il trouve. Donc en vrai, j'en ai strictement rien à foutre qui crève la gueule ouverte concrètement. Le film ne va pas m'intéresser sur ce qui va lui arriver. Pour la fille, c'est un peu pareil dans le sens où on apprend qu'elle s'est fait virer d'une école privée et tout simplement elle est en kiff pour ce mec-là. Donc à partir de là, moi les meufs qui sont en kiff sur des mecs comme ça, c'est pareil, elle peut crever la gueule ouverte, je m'en fiche. Donc c'est ça qui est dommage parce que même si le film, je trouve que ça reste un beau film, il est bien fait, je ne suis pas accroché au personnage. Franchement, j'aime pas, j'arrive pas. Je vais être plus attaché à un vrai tueur, un vrai méchant comme on dit, où on va comprendre son profil psychologique, son passé, s'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Là, des branleurs comme ça, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Et après, du coup, là, c'est vraiment plus dans les scènes du film. Ça peut être un détail, mais c'est quand même le tournant du film. Donc, il y a la première partie adolescence, et il y a l'événement du fourgon, l'attaque du fourgon, et la partie adulte 10 ans plus tard. La scène du fourgon, par exemple, elle est complètement mais aberrante. Elle n'a aucun sens. Ils vont voler de l'argent dans le fourgon. Toute la bande, hein, ils sont une dizaine de mecs. Quand ils ont fini de voler tout l'argent et qu'ils vont pour se barrer, un des flics qui était dans le fourgon, qui va pour essayer de tuer les bandits. Rien qu'au moment où ça arrive, je me suis dit, mais quel abruti. J'avais qu'une envie, c'était qu'il crève tellement il était con, quoi. Non, je me suis dit, mais abruti, quoi. Tu viens de te faire braquer par 10 mecs ultra armés. Il s'est rien passé à part le vol d'argent. Il y a pas eu de blessés ni rien. Ils s'en vont et toi, comme un con, tu vas essayer de les tuer pendant qu'ils sont de dos. Enfin, je veux dire, là vraiment, et sur le coup, je pense que même niveau légal, il y aurait légitime défense. Parce que vraiment, bien sûr que c'est pénalement répréhensible, hein, l'attaque d'un fourgon et tout. Mais je veux dire, il y a pas eu de fusillade. Ils étaient en train de se barrer et c'est lui qui leur tire derrière après dans le dos. Donc c'est normal qu'ils répliquent en fait. Ils ont pas envie de mourir. Vraiment, j'ai trouvé ça con. Et donc le truc qui est encore plus grave, c'est que un des bandits riposte et tue le gars du fourgon. Et là, on a le héros. On sait pas ce qui lui arrive. Il commence à péter un plomb. Au lieu de s'échapper avec les autres, il court voir le mec qui est en train de crever, en train de dire mais monsieur, réveillez-vous. Enfin, débile la scène. Pendant tout le début du film, on te montre un gamin qui est prêt à buter des mecs avec une barre de fer. Vraiment, on voit les scènes. Hein. Il explose les têtes. On voit du sang partout avec des barres de fer. Donc quand on arrive là, tu t'en fous de savoir si le mec il va vivre ou pas en fait. Et là, sur le coup, un acte de légitime défense parce que c'est le flic qui a tiré en premier. Il y a une balle perdue. Enfin, vraiment, elle n'a aucun sens. Et pourtant, ça va être une conséquence énorme pour le film parce que c'est l'histoire du film. Je suis déçu en fait de ce passage-là parce que je le trouve nul à chier quoi. La raison qui fait qu'il va en tôle est nul à chier. Et ensuite, autre détail, mais vraiment sur le coup, j'ai envie de dire, mais mec, fais un effort. C'est le choix de casting. L'actrice qui joue l'héroïne jeune, elle a des yeux bleus. Et il y a plein de gros plans pendant le film. Pendant 1h30 de film, on voit des gros plans. Hein. Elle a des yeux bleus clairs. Et Adèle Exarchopoulos, elle a des yeux marrons. Non mais, je suis désolé, mais à ce niveau-là, c'est nul à chier. Je veux bien croire que
tu peux changer de coupe de cheveux, de couleur de cheveux, etc. Mais les yeux, ça change pas en fait. On te met une personnage principale qui change de yeux quand elle grandit. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Et je suis désolé, même si c'est un détail, mais moi, c'est pareil, ça me sort du film, quoi. Je vois deux personnes différentes. Je peux pas me projeter à me dire que c'est le même personnage, alors que sur le coup, le gamin qui joue après, qui deviendra François Civil, là, oui, il y a une ressemblance. Je trouve qu'ils ont fait un effort quand même de cohérence. Mais vraiment là, pour les castings féminins, c'était vraiment bidon. Et après, bon, ça c'est un détail aussi. Mais bon, quand on voit François Civil, donc qui tape chez le père de la fille en demandant où est-ce qu'elle est et que là, il lui apprend qu'elle est mariée et heureuse, le mec il pète un plomb quand il rentre chez lui. C'est bon, quoi. Je veux dire, dans n'importe quelle vie, hein, ça fait 10 ans qu'ils se sont pas vus. Le gars est en prison et ils ne se sont pas vus une seule fois en prison. Je veux dire, 10 ans de vie après, à un moment donné, je veux dire, tu peux être ultra triste, mais tu vas pas être choqué en mode c'est pas vrai, elle est mariée, elle est heureuse. Enfin, je trouve que c'est pareil, c'est pas cohérent. Enfin, c'est too much. Et aussi un dernier détail, c'est le jeu des acteurs, des ados en gros. J'ai trouvé que par moments ça faisait un peu trop récitation et pièce de théâtre, quoi. Sinon, pour le reste du film, comme j'ai dit, il est très bien. Hein. Pour conclure, allez le voir, il vaut le coup. Ça reste une belle histoire entre deux trous du cul, on va le dire, hein, parce que voilà, je suis désolé, mais les deux personnages, moi je les aime pas. Mais ça reste une belle histoire d'amour au final et qui est très bien fait comme film. Donc voilà, je conseille quand même de voir le film. Le robot sauvage de Chris Sanders, avec les voix de Lupita Nyong'o, Pedro Pascal et Kit Connor, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un robot plus ou moins évolué que les humains ont construit dans une société future qui les aide tout simplement à les assister au quotidien pour les tâches ménagères mais aussi pour le travail, dans le but d'améliorer la condition humaine. Sauf que ce robot, suite à une tempête, va finir sur une île déserte, ou en tout cas déserte d'humains, et remplie d'animaux. Ce robot va essayer donc d'apprendre leur langue et de communiquer avec eux, dans un but d'abord de remplir sa mission, et ensuite, une fois que sa mission est remplie, va devoir rentrer à l'usine comme il est programmé. Sauf que sur le chemin, il va faire la rencontre d'un œuf qui va éclore, et de là va se créer une relation, également avec un renard. Et donc les trois vont cohabiter ensemble. Il va y avoir une raison qui va faire que le robot va rester ici dans un premier temps, et bien sûr il y a toute une histoire qui va se dérouler autour de ces trois personnages. Le film est vraiment très joli, pour ce qui est de la forme, il est vraiment magnifique. Les personnages et les animaux sont très bien faits, mais c'est surtout ce qui frappe, c'est le robot en tant que tel. Il est vraiment incroyable de détails au niveau de la texture, ça fait vraiment réaliste, et des décors, c'est-à-dire que la forêt, quand il y a de l'eau, les paysages sont magnifiques, vraiment il y a presque du photoréalisme dedans. Enfin, il y a des moments, il y a des plans, je trouvais que ça c'était très réaliste, et ouais, donc les couleurs, les images et tout, vraiment il est incroyable au niveau visuel, et puis même au niveau de l'animation, le robot comme il bouge, etc., vraiment réussi, top. Ensuite au niveau de l'histoire, c'est sympa, c'est original, ça nous montre que voilà un peu tout le prisme d'un robot qui à la base n'a pas d'émotion, pas d'empathie et compagnie, qui a juste des missions, des ordres à remplir. On le voit qui s'humanise progressivement, ou peut-être qu'il s'animalise, parce que là en l'occurrence dans le film il n'y a pas d'humain. Et donc voilà, c'est une belle histoire de rencontre entre plusieurs animaux qui à la base ne se côtoient pas et qui vont finir par s'aimer. Mais du coup cet objectif que le robot a, donc ses missions, c'est de rendre autonome le petit oiseau que le robot accueille. Il est sympa, le personnage du renard aussi est intéressant, et c'est très touchant. Il y a des moments qui sont pas forcément tristes, mais je trouve qu'ils sont touchants, donc voilà, il est vraiment bien fait là-dessus. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le côté réalisme. Alors là-dedans il y a du bien et du moins bien, c'est qu'en fait pendant une bonne partie du film on te montre que la vie animale elle est cruelle, dans le sens où il y a plein d'animaux qui cohabitent et ils s'attaquent entre eux, ils se bouffent entre eux. On le voit surtout avec le renard qui en parle, qui essaie de bouffer d'autres animaux et tout, et ils en parlent régulièrement. Même à un moment donné, la famille d'Opossum là, avec ses enfants, elle sait que ses enfants sont bouffés régulièrement. J'ai trouvé ça intéressant de montrer pour les enfants que voilà, la nature c'est sauvage quoi. Tu survis, tu bouffes et tu te fais bouffer. Mais justement, là aussi un peu dommage, c'est que ce côté-là, il est très vite remplacé, notamment la scène de l'hiver où tous les animaux vont se réfugier pour passer l'hiver parce qu'il va être très rude. Là, bon bien sûr dans cet hiver-là, il est tellement rude qu'il y a beaucoup d'animaux qui vont mourir, donc le robot avec l'aide du renard va essayer de sauver tout le monde dans une espèce de cabane de bois protégée où tous les animaux vont se mettre dedans. Même dedans, la scène est intéressante parce qu'à un moment donné, ils sont tous en train de se battre et de vouloir se bouffer l'un l'autre. Et bon, le renard fait un speech pour rassembler tout le monde, et c'est là qu'il raconte qu'il faut une histoire de trêve, justement une trêve hivernale en mode tant qu'on est dedans, on se mange pas, etc. Jusque là, j'ai trouvé très bien. Et le problème, c'est que vers la fin du film, ça revient en mode un peu trop dessin animé pour enfants, c'est-à-dire qu'à la fin, ils sont tous gentils, tous copains. Le truc, c'est qu'ils le répètent dans des dessins animés, ça qui est dommage, c'est qu'ils disent oui, il y a des prédateurs, il y a des proies, et je suis désolé, mais autant les humains ou les animaux comme les humains qui sont plus ou moins omnivores, on peut se passer de viande, autant là, les prédateurs dans la forêt, mais s'ils mangent pas d'autres animaux ou d'autres insectes, ils crèvent, donc c'est leur nature, ils sont obligés en fait. Et à la fin, t'as l'impression que ça, ils le disent tous en mode on est tous copains. Non, tu vas devoir aller le rebouffer après celui qui est ton voisin. C'est dommage parce que je trouve intéressant qu'ils en parlent et qu'ils le montrent dans quasiment tout le film, et qu'à la fin du film, en fait, t'as l'impression que c'est devenu vraiment bisounours. Et après aussi, à la fin, où les humains vont capter le robot et essayer de le ramener, il se passe tout un truc comme quoi finalement elle veut rester sur l'île, t'as tous les animaux qui vont l'aider au péril de leur vie. Et en fait, une fois que ça s'est passé, qu'ils ont renvoyé le vaisseau, elle fait quoi? Elle décide de partir. Donc elle rappelle un autre vaisseau pour se faire amener. J'ai trouvé, surtout qu'à la fin on la voit dans une ferme en train de cultiver des champs et tout. J'ai pas trop compris l'intérêt. Enfin, on nous montre une scène où, genre ses amis les animaux ont failli crever pour elle et tout pour l'empêcher de partir, et juste après ça elle décide de partir d'elle-même. J'ai pas trouvé trop de logique à ça. Mais bon voilà, là c'était pour titiller les côtés négatifs. Le film en général, il est très bien. Je vous conseille d'aller le voir. Jeu intérieur de Greg Jardin avec Brittany O'Grady, James Morosini et Gavin Leatherwood entre autres. C'est un film Netflix qui raconte l'histoire d'un groupe de potes qui décident de se revoir avant le mariage d'un des leurs. Et en fait, dans le groupe, il y a un mec qu'ils ont pas vu depuis un certain temps qui va décider de venir à l'invitation et qui va se ramener avec une mallette dans laquelle il y a un prototype unique avec lequel en fait on peut, en branchant des électrodes sur la tête, changer de corps. C'est-à-dire que votre esprit voyage d'un corps à l'autre, d'un autre qui est branché. Pendant la soirée, ils ont décidé d'en faire un jeu. Durant la soirée, ils vont devoir deviner qui est dans le corps de qui. Les choses vont pas se passer comme prévu. Et c'est une très bonne découverte d'ailleurs. C'est un proche qui me l'a conseillé, qui m'a dit que le film était pas mal. Et ouais, franchement, j'ai
vraiment bien aimé le film. Les films Netflix généralement ils sont en dessous des films en général qui sortent au cinéma. Ce qui est intéressant c'est généralement il y a souvent des bonnes idées, mais c'est la réalisation qui est pas ouf après. Là l'originalité du film je la trouve vraiment cool, et en plus de ça sur le coup il est bien fait. Ça reste un petit film mais il est bien fait. Ce que j'ai aimé c'est vraiment toute cette mise en scène, c'est-à-dire que déjà le principe même il est cool à regarder, à savoir qui est dans le corps de qui. Je trouve que les acteurs ils ont bien fait en sorte d'avoir tous des personnalités un peu fortes, c'est-à-dire qu'on a l'influenceuse, on a le méga BG, on a le gars un peu geek, on a le gars renfermé, on a la fille un peu nerd, on a la fille un peu bouddhiste, on a vraiment plein de trucs différents. Et du coup c'est bien, c'est que quand tu les vois changer de peau, les acteurs eux-mêmes ils jouent la personnalité donc de l'acteur d'avant. Donc je trouve que voilà le travail là-dessus est bien fait. Ce qui est très bien fait aussi c'est la mise en scène. Vu qu'ils sont 8 et que tout le monde change de corps pour se repérer qui est qui, en fait pendant qu'ils se parlent il y a des moments où la scène change de couleur, c'est dans un rouge très sombre, et là on voit les vrais visages qui sont en train de se parler. Du coup ça nous montre qui est à l'intérieur de qui. Et même eux pour jouer au jeu ils se prennent en photo, et quand ils ont trouvé ils se le mettent dessus. Donc à un moment donné plusieurs fois pendant le film on les voit avec leur petit badge même s'ils ont pas la même apparence. Donc tout ça aide à chaque fois pas trop être perdu. Pour un film comme ça c'était primordial, et du coup je trouve que c'est très bien fait. Après si je dois dire des petits bémols, t'as l'impression que tout le monde a envie de baiser tout le monde quoi. Genre là comme par hasard dès qu'ils changent de corps ils ont tous envie d'essayer d'embrasser l'autre de machin et tout. Sur le coup au début je me suis dit ok en fait ça va être ça, mais par contre ce qui est bien c'est que je m'attendais pas du tout à ce que ça tourne au meurtre en fait et à ça. Je pensais que le film ça allait être à un moment donné il y en a un qui allait dissimuler sa vraie identité et qui allait pas vouloir revenir en arrière et que ça allait jouer sur un truc psychologique ou quoi. Et en fait non, il y a un accident qui arrive avec 2 morts, et là par contre c'est le problème de savoir toi ton corps il est mort mais c'était pas toi dedans, donc maintenant est-ce qu'on revient dans nos corps et tout, et c'est là que tout le bordel arrive. Et donc sur le coup je m'attendais pas à ce que ça parte sur un truc de mort. Il y a aussi un autre aspect dans le film, c'est le côté la relation on va dire des 2 personnages principaux du début du film, qui sont un peu un couple mais qui bat de l'aile quoi, et du coup avec le jeu des changements de corps il va y avoir justement toute une relation là-dessus. Mais j'avoue que la fin justement elle nous reste un peu sur la fin. En fait je trouve pas ça hyper utile d'avoir mis la sœur de Ford là, le mec à cette mallette. En fait on comprend à la toute fin du film qu'il a jamais été là et que c'est sa sœur qui était dans son corps. En fait elle veut se venger un peu de tout ce groupe qu'il a un peu bisuté lors d'une soirée, c'est un peu expliqué pendant le film. Mais ouais en fait je vois pas trop ce que ça ajoute à tout ce truc du film qui était déjà intéressant. Je vois pas pourquoi mettre un personnage qui arrive juste à la conclusion du film, qu'on ne voit jamais dans le film en final. Je trouve que ça a pas trop d'intérêt d'avoir ajouté ça en fait, ce twist dans le film. Et aussi j'ai pas trop compris le message du film et ce que ça voulait dire, surtout avec la scène finale. En fait ce qui compte dans le film c'est vraiment la relation des 2 personnages principaux et de leur relation, et de voir qu'est-ce qui allait pas chez le mec, à savoir il avait plus de désir sexuel pour sa copine, mais quand elle était dans le corps d'un autre il voulait. Là j'avoue que j'ai bloqué, j'ai pas compris parce que j'ai l'impression que c'était vraiment un message au final du film, parce que ça se termine là-dessus. Le dernier dialogue du film c'est la meuf qui lui fait des reproches au mec et ça finit brutalement comme ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de message sur les hommes. De toute façon je vous conseille de voir le film parce que franchement je l'ai trouvé cool et intéressant, l'idée est originale et le film est bien fait dans la mise en scène. Donc en plus de ça voilà, si vous comprenez un peu le message du film et la fin, je suis preneur. Flo, un film d'animation de Vince Zibaloudis. Ça raconte l'histoire d'un chat qui va se réveiller un jour et va faire face à une montée des eaux incroyable, et donc du coup qui va essayer en fait à tout prix d'éviter de se retrouver dans l'eau et de monter toujours plus haut jusqu'à un moment donné retrouver un bateau. Il va faire des connaissances avec d'autres animaux. Ce petit groupe là va naviguer à travers le courant de l'eau et faire diverses rencontres, et vont évoluer au cours de l'histoire. J'ai bien aimé le film, il est très joli, c'est un film muet, c'est-à-dire que vraiment les animaux ils ne les font pas parler, c'est vraiment tout à l'expression de la situation, des expressions des animaux et des musiques qu'il y a autour. Et comme je dis voilà, il est très beau à regarder, l'histoire est jolie, on s'attache vraiment aux animaux, au chat en particulier parce que c'est le personnage principal, mais aussi aux personnages secondaires. Il y a quelques moments touchants, des moments de grâce et puis aussi des moments un peu de tension. J'ai pas grand chose à redire du film, à part 2 points quand même. Le premier c'est au niveau visuel. Alors, il est très beau au niveau de l'environnement, du décor, des objets, mais les animaux, je suis désolé, c'est bof quoi. Tous les animaux, vraiment le chat, les chiens et tout, le dessin est pas joli. Et il est très pixelisé, c'est-à-dire que quand vous voyez les animaux, il y a plein de couleurs différentes, mais ça fait pas, ça fait des carrés de couleurs quoi. Et je trouve ça dommage, parce que c'est quand même, c'est un film d'animation qui en plus n'a pas de dialogue. Donc vraiment tout se joue sur ce qu'on voit. Et donc voilà, quand des personnages principaux ils sont bof, vraiment pour ça je trouve que c'était dommage. Et ensuite, j'ai pas compris totalement le film, mais je vais l'expliquer après. En fait on comprend pas trop ce qui se passe, bon voilà c'est un monde post-humain, il y a pas l'air d'avoir d'humain là où il est, et il y a cette histoire donc de montée des eaux et tout ça. Et puis donc à la fin du film, on voit que l'eau redescend. Et donc les animaux entre temps ils ont eu le temps d'apprendre à vivre les uns avec les autres et de se lier d'amitié. Et donc la toute fin se termine par une arrivée imminente d'une nouvelle montée des eaux. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai pas compris, c'est que le chat, quand il comprend qu'il y a l'arrivée de l'eau qui va monter, autant tous les autres animaux, ils ont abandonné entre guillemets leur espèce pour rester en groupe, ensemble, mais le chat va se barre, il a l'instinct de se barrer, de laisser ses potes. Et il tombe sur la fameuse baleine. Ah oui, ça c'est un truc que j'ai pas compris aussi, c'est pourquoi avoir fait une baleine un peu monstrueuse. Parce que c'est pas une baleine, quand on les voit, elle a des cornes sur le dos, elle a des espèces d'appendices qui sortent, enfin voilà, t'as l'impression que c'est un dinosaure ou une espèce qui a évolué, mais bon voilà, il faut des millions d'années pour évoluer, enfin, je vois pas pourquoi tous les animaux sont des animaux normaux, et pourquoi cet animal marin c'est un monstre. C'est peut-être un truc artistique, mais j'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait une simple baleine. À mon avis, ça aurait suffi. Et bref, du coup, on voit la baleine échouer. Parce que du coup, vu qu'il y a plus d'eau, elle est en train de crever quoi. Et on voit voilà que le chat, parce qu'il y a aussi des histoires avec, qui va avoir de la peine pour la baleine et tout. Mais au moment où donc ce chat s'arrête sur la baleine, il y a le groupe des autres animaux qui rejoint le chat, et tous se regardent dans le reflet de l'eau et ne bougent pas. Enfin, moi j'ai compris que du coup, finalement, au lieu de fuir cette montée des eaux, ils vont entre guillemets l'affronter ensemble. Mais moi je croyais que le titre du film c'était juste Flow, le courant de l'eau. Donc ça voilà, j'ai compris qu'il y avait un rapport. Mais en fait, le sous-titre, enfin la suite du titre, c'est quand même le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Et en vrai, quand j'ai lu le titre après voir le film, j'ai compris le film. Sinon, le chat il tombe très 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 souvent dans l'eau dans le film. Et en fait, depuis le début où c'est vrai qu'il fuit la montée des eaux jusqu'à ce qu'il ait peur, on voit qu'il appréhende à être dans l'eau. Mais
pour moi, dès les premiers instants où il nage dans l'eau, il n'y a pas vraiment de peur, je trouve. Enfin, puis il s'en sort quand même à nager. Et c'est souvent lui qui saute dans l'eau. Il y a cette histoire de monstre marin au début où il a peur, mais dès la deuxième scène où il apparaît, il voit que le monstre marin, alors que le chat est noyé, il le remonte à la surface. Donc pour moi, l'appréhension, elle doit plus exister. Et pourtant, oui, tout le film, ça montre ça, ce chat qui est dans l'eau, avec le titre, oui, c'est limpide. C'est-à-dire qu'à la fin, même si l'eau, elle s'est retirée, le chat, il voit le monstre marin qui est en train de crever et il lui fait un câlin. Donc en gros, sous-entendu, il a plus peur du monstre, il voit que c'est un animal aussi comme lui, enfin voilà. Et donc, en fait, il a plus peur de l'eau parce qu'il a plus peur du monstre, ce qu'il y a dessous et tout. Mais je trouve que c'est pas forcément bien fait dans le sens où, dès le début du film, le monstre marin, on voit que c'est un gentil. Et en plus de ça, à un moment donné, il pêche dans l'eau avec les poissons et tout. Mais pour moi, il n'y a pas forcément ce côté peur de l'eau, quoi. Il y a aussi un truc, c'est la scène de l'oiseau. Quand une fois qu'ils sont à l'endroit le plus haut possible des environs, cet oiseau qui est abandonné par son espèce, on le voit en fait, à un moment donné, comme si la gravité n'existait plus, tout s'envole, le chat s'envole un peu, et cet oiseau il va dans le ciel, et il disparaît, et le chat il atterrit. Et là, alors est-ce que c'est une métaphore? Bon, pour moi, ça veut dire que l'oiseau est mort, mais j'ai pas trop compris, parce que il y a aucune raison pour laquelle il meurt en fait. Pour moi, ça montre une métaphore de la mort, mais j'ai pas compris quand même. Enfin bref, voilà, le film dure 1h20, ça reste sympa, si vous voulez voir un petit film d'animation mignon, qui change un peu dans le sens où voilà, ça reste muet, c'est des animaux, alors ils sont un tout petit peu anthropomorphés, c'est-à-dire ils ont des attitudes un peu humaines, mais c'est très léger, et il en faut parce que sinon ça c'est un documentaire en fait, et ça reste beau, c'est mignon. Donc si vous voulez aller voir, allez-y, ça reste un beau film. Transformers le commencement de Josh Cooley, avec les voix originales d'Adrian Antoine, Chris Hemsworth et Philippe Lachaud, entre autres. Ça raconte les débuts de l'histoire des Transformers, à savoir leur origine sur leur planète Cybertron, comment ils vivaient là-dessus, et le passé des personnages iconiques, à savoir Optimus Prime et Megatron, ou encore Bumblebee. J'ai eu des critiques d'un vidéaste que je regarde sur YouTube, et heureusement, parce qu'en fait, je ne comptais absolument pas voir ce film, parce que voilà, la saga Transformers, c'est pas mon truc, les deux premiers, voire les trois premiers étaient sympas, enfin vraiment, c'était stylé à voir, mais voilà, au niveau scénario, ça devenait vite relou, et du coup, voilà, voir un énième film sur le Transformers, c'était pas mon truc, mais en fait, il en a dit tellement du bien que je me suis dit que j'allais le voir, et franchement, je ne suis pas déçu, c'est un très bon film d'animation. Ça m'a beaucoup fait penser au parallèle avec les Spider-Man, à savoir que les dessins animés sont vraiment 1000 fois mieux que les films. Ils sont vraiment plus agréables à regarder. Et du coup, voilà, c'est original, c'est bien de connaître un peu le passé de ces Autobots, la rivalité avec donc Optimus Prime et Megatron, et aussi d'en connaître plus sur leur planète et comment ça se passe. Au niveau de l'imagerie, mais c'est juste super beau. Le seul petit bémol, je dirais, c'est le visage des personnages. Sans déconner, ils ont fait aucun effort. Autant vraiment, il est magnifique, les paysages sont beaux, les robots sont beaux, leur armure et tout, les combats, les transformations, les courses, mais les visages, c'est dégueulasse. Il y a pas d'effort dessus. Je pense qu'ils se sont dit, on va pas se faire chier sur ça parce que sur tous les plans, faut parler et tout. J'imagine que mettre une méga texture comme le reste, ça aurait été chiant. Du coup, là, ils ont un visage vraiment tout gris, tout plat, avec pas beaucoup d'expression faciale, une bouche qui parle, toujours pareil. Vraiment, c'est dommage. Les visages ont été bâclés pour moi. Ah ouais, il y a un truc aussi que j'ai trouvé super bien fait, c'est à un moment donné quand ils sont à la surface et qu'ils voient les ennemis, je sais plus leur nom, et ils ont une espèce d'énorme vaisseau, mais qui est organique, c'est presque un animal en fait, leur vaisseau, où il y a cette gueule qui s'ouvre et qui se ferme. Il est magnifique. Enfin, c'est hyper beau, c'est impressionnant, et enfin, j'ai trouvé vraiment bien fait. Sinon, pour le fond, le côté un peu bémol, en vrai, voilà, j'ai pas grand chose à dire. C'est plus pour pinailler sur les côtés, le fait que ce soit des robots. À un moment donné, quand ils se prennent des coups, on voit qu'ils ont mal, alors que bon, la douleur, elle est spécifique à un être organique, avec des nerfs, enfin, des êtres de métal et de fils et de robots n'ont aucun intérêt à transmettre des douleurs comme ça. Enfin, c'est pas logique. Pareil, à un moment donné, ils dorment. Alors, à la limite, dormir, je veux bien dans le sens, ils se mettent en veille, mais bon, là, ça fait plus, t'as vraiment l'impression qu'ils dorment. Et aussi, à un moment donné, il y a une scène, ils sont dans une salle, t'en as qui boxent, t'en as qui font des tractions et tout. Là, c'est pareil, c'est ridicule. Arrêtez de tout mettre sous le prisme de l'humain, quoi. C'est des robots, il faut pas qu'ils se comportent comme des humains. Genre, la musculation, c'est pour augmenter tes muscles, c'est pas pour augmenter ta ferraille. Donc vraiment, là, ça n'a aucun sens. Le truc aussi que j'ai eu un peu de mal, c'est au niveau de leur énergie, là. On te dit qu'au début, la planète Cybertron, elle a été créée par l'Autobot originel, qui s'appelle Primus, je crois, qui s'est lui-même créé en planète. Donc le mec était immense. Et en fait, il y a une histoire d'énergie dedans, quand même. Genre, ils vivent dans cette planète, à l'intérieur, et il y a des ressources. J'arrive pas trop à imaginer ça, en fait. Le concept de, c'est le corps du robot lui-même qui s'en sort en planète, mais ils ont besoin de ressources. À un moment donné, ils perdent un objet qui fait que leur ressource n'est plus abondante sous forme liquide, mais sous forme de cristaux dans les mines. Enfin, il y a plein de trucs. En gros, tout ce truc-là du film, j'ai pas trouvé très pertinent, quoi. Puis aussi, à la surface, on voit qu'il y a des espèces de végétaux, il y a de la végétation. Donc là, c'est pareil, en quel honneur des végétaux vivent à la surface, sans eau, sans atmosphère. Enfin bon, bref, des petits trucs comme ça. Mais justement, c'est ce que je trouve dommage, c'est que tous les petits trucs que je reproche, c'est des trucs qui auraient pu être complètement enlevés, en fait, qui servaient pas au film. Et du coup, c'est dommage, parce que c'est des trucs qui m'interpellent, alors que j'aurais pu voir le film parfaitement sans avoir ces petits bugs-là en regardant le film. Mais donc voilà, vous l'aurez compris, vraiment, c'est un très bon film d'animation, je conseille d'aller le voir. Anora de Sean Baker avec Mackie Madison, Mark Edelstein et Yura Borisov, entre autres. Ça raconte l'histoire d'une jeune américaine qui travaille dans un club de striptease et qui va faire la rencontre d'un riche russe dont plus ou moins s'apprécier lors de leur premier échange, et le russe va revenir plusieurs fois vers elle et il va jusqu'à lui proposer même de passer une semaine en tant qu'escorte, de passer une semaine avec lui, ce qu'elle accepte, et de fil en aiguille une relation va se tisser entre les deux jusqu'à ce qu'ils se marient, sauf que ça ne va pas plaire aux parents du jeune russe quand ils vont découvrir la nouvelle. Les parents vont envoyer des sortes d'hommes de main pour forcer leur fils à annuler le contrat de mariage. C'est le film qui a remporté la Palme d'Or et c'est mérité dans le sens où c'est un très bon film, les acteurs jouent tous vraiment très bien, l'histoire est assez originale et surtout c'est la construction du film qui va être vraiment originale, à savoir qu'on est dans une comédie dramatique. Et ça, je ne le savais pas en voyant le film, je pensais que c'était un drame basique dans les codes du drame. Et en fait, le film commence comme ça, c'est-à-dire que on nous raconte un peu la vie de cette jeune fille, sa situation, on voit que voilà, elle est épanouie dans son travail, et la rencontre avec ce jeune milliardaire qui est complètement immature, toujours dans la fête, qui a du pognon à ne plus savoir quoi en faire. Et du coup, on suit un peu cette relation-là, mais de manière plus ou moins sérieuse, quoi. À un moment donné du film, quand les fameux hommes de main des parents du russe arrivent pour prendre les choses en main, c'est là qu'en fait ça tourne sur une comédie en fait. Et ce tournure-là, je m'y attendais absolument pas. Et c'est marrant parce que quand
attend pas. Je sais pas comment dire, mais ça m'est arrivé dans d'autres films comme ça où je connaissais pas trop les histoires. C'est vachement rafraîchissant comme truc. Cette histoire-là où je m'attendais pas du tout à ça, voir que c'était plutôt comique en fin de compte, ça m'a fait bizarre, ce décalage, mais c'est de l'humour qui est très bien dosé. Hein. Et mine de rien, après, sur la fin du film, on revient quand même sur un côté plus terre à terre, plus dramatique, notamment avec la scène finale, hein, où on voit toute la détresse de cette jeune fille qui en fait a vécu une idylle, une histoire d'amour, un truc incroyable, qui la sortirait de sa condition en vivant avec un milliardaire, et pour avoir une autre vie, et en fait se rend compte que tout ça n'était qu'éphémère, et le triste retour à la réalité, hein, quand on la voit dans la voiture avec l'autre gars, qui se rend compte qu'elle va revenir à sa vie normale, quoi, plutôt précaire. Je sais pas si j'arrive à avoir tellement d'empathie pour le personnage principal, pour la fille, parce que je veux dire, c'est typique de genre de meufs qui voilà vont aller se diriger vers des riches, et après voilà, qui vont se rendre compte, qui vont pleurer en se disant en fait c'était pas la belle vie. Bon là c'est pas du tout ce qui se passe dans le sens où lui personnellement va être un gros connard, c'est juste qu'en fait comme voilà c'est un gamin qui s'en fout complètement, on le voit d'ailleurs à la toute fin quand les parents du russe arrivent et qui le forcent à annuler le mariage, on se rend compte que dès qu'il y a ses parents en fait, il s'en fout. Pour lui c'est comme s'il avait fait une connerie, hein, une fête en fait, il avait fait la fête pendant quelques semaines et il retourne à la réalité, il retourne en Russie, du coup il arrête les conneries et puis il quitte cette meuf alors qu'il s'est quand même marié avec elle, mais pour lui tout ça n'était qu'un jeu de milliardaire, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir vraiment le décalage en fait entre elle, ce qu'elle imaginait, ses attentes et ce que lui vivait en fait. C'est vrai que quand on voit le film nous en tant que spectateur, on se rend compte plus de ça, se marier au bout d'une semaine, elle à un moment donné, enfin voilà, elle est pas très fut non plus quoi. Et du coup voilà, le film lui-même est vraiment très bien fait, très bien joué. Enfin bref, c'est un très beau film, je vous conseille d'aller le voir. The Apprentice de Aïe Abbasi avec Sebastian Stan, Jeremy Strong et Maria Bakalova entre autres. Ça raconte un moment de la vie de Donald Trump, de ses débuts dans l'immobilier, on va dire, enfin à partir de son émancipation avec son père, jusqu'à quelques années avant le fait qu'on le connaisse, nous, médiatiquement, avant son show télé que les Américains connaissent, mais aussi nous qu'on connaisse de la vie politique, avant qu'il se lance en politique. Alors j'ai bien aimé le film. Déjà, avec la bande-annonce, je trouvais que l'image, ça avait une image justement qui était voulue des fin 70, début 80, et je trouve que vraiment on y croit vraiment, c'est même au niveau de comment il est filmé le film, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de caméras à l'épaule, comme si c'était un documentaire, comme s'il y avait vraiment la personne dans la scène présente qui filme. Comme il joue les acteurs et tout, je les trouve très bien. Alors Sebastian Stan, je sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est celui qui joue le soldat de l'hiver dans les Marvel. Je trouve qu'il joue bien le personnage. Alors dans la voix, pas forcément, mais dans les mimiques du visage, la transformation qui se fait au fur et à mesure du film, on le reconnaît de plus en plus dans le Trump qu'on connaît nous. Parce qu'encore une fois, il faut savoir que là, c'est le passé de Trump quand il a à peine la vingtaine, donc il est forcément différent de comme on le connaît nous maintenant. Et dans sa façon de parler, je parle au niveau du visage, de sa façon de positionner sa bouche et tout, je trouve qu'il le fait assez bien. Et Jeremy Strong aussi, vraiment incroyable. Déjà, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais il a une aura dans la bande-annonce. Il est envoûtant, mais dans un aspect un peu mauvais, parce qu'il a vraiment un regard de diable. Et vraiment, il est incroyable dans ce film. Il joue extrêmement bien. Donc voilà, vraiment sur la fin, franchement, c'est un très bon film. Il est bien fait. Ensuite, en allant dans le fond, donc là, je vais spoiler. Alors de toute façon, il y a du réel. Et c'est pareil, je sais pas à quel degré le film est réaliste, parce qu'il y a des choses qui sont forcément inventées par le réalisateur. Par exemple, la scène de viol de Trump sur Ivana, sa femme. Je ne pense pas que ça soit réel, parce que sinon, il y aurait déjà des problèmes. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir à quel point l'avocat, donc Roy Cohn, a été ultra important pour Donald Trump. Parce que dans le film, ce qu'on montre, c'est clairement que Trump a été créé par Roy Cohn. S'il n'avait pas été là, on n'aurait pas connu Trump qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est ça qui est incroyable, parce que dans le film, les 2 tiers du film, quand il est avec l'avocat, en fait, c'est ce que je me disais pendant le film, je trouvais ça intéressant de voir qu'il ne prenait pas parti. C'est-à-dire que j'essayais de me mettre dans la peau des gens qui aiment Trump et dans les gens qui n'aiment pas Trump, et je trouvais que ceux qui n'aiment pas Trump ne l'aimaient pas dans le film, parce qu'il y a des choses qui font qu'on peut ne pas aimer ce qu'il fait. Et inversement, ceux qui aiment Trump, je trouve qu'il y a des bons côtés dans Trump. Donc en fait, dans ce film, je voyais le personnage de Trump, je me disais, mais en fait, c'est un gars qui est plutôt cool. Alors il vit dans une famille de blindés, hein, dans le milieu des affaires, mais voilà, il y avait une humanité qui se dégageait de Trump. Et à l'inverse, c'est son avocat, qui est le diable, hein, clairement. Alors c'est un pro des pros, apparemment, le mec est hyper fort, mais il a zéro empathie. Mais ça n'empêche pas son extrême loyauté envers Trump, hein, donc qui est bien insisté dans le film. Mais enfin voilà, j'étais surpris de ça. Et ensuite, on voit donc la montée de Trump, hein, jusqu'à, on va dire, le point culminant quand il crée sa tour de Trump, où là il pète un plomb et il passe le cap de la mégalomanie. Et du coup, je me suis dit, ouais, en fait, non, ce film, pour moi, il est plus anti-Trump que pro-Trump, parce qu'au final, ce qu'on voit, c'est que le mec, c'est un enfoiré, parce que déjà ce qu'il fait avec sa femme, comment il parle à la fin. En fait, c'est un homme qui a l'air d'être bon, d'avoir un bon fond pendant une bonne partie du film, et en fait, il a tellement été corrompu par son avocat qu'en fait, il l'a dépassé dans l'horreur. Et il est ce qu'on connaît aujourd'hui de lui comme il est, quoi. Et du coup, même ce qui se passe avec son avocat, qui chope le sida parce qu'il est homosexuel. Alors, c'est pareil, cette scène, je l'ai trouvé bien faite dans son ambivalence, parce que j'ai moi-même ressenti énormément d'empathie pour l'avocat, de voir comment il se fait traiter par Trump alors que c'est lui qui l'a fait et tout. Mais après, je relativisais en me disant, mais en fait, lui-même, c'est un gros enfoiré, cet avocat. Donc, j'ai relativisé sur la peine que j'avais pour lui. Donc, et c'est bien fait, parce que à la fois, t'es triste, et à la fin, t'as envie de dire, bah, va te faire foutre, tant pis pour toi si tu crèves du sida, quoi. Ah, c'est pour ça, vraiment, je trouvais très bien le film. Déjà, voilà, le côté concret de voir comment il a progressé jusque-là, jusqu'au début, avant qu'il se lance en politique, et de voir surtout cette relation qu'il a eue avec cet avocat, et de voir les rapports de force, comment ils se sont échangés au fur et à mesure de la vie. Alors là, du coup, c'est bien, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, c'est un film à voir, parce que vraiment il est bien, et surtout, vraiment ce que je retiens, c'est la performance de Jeremy Strong, qui joue l'avocat, que j'ai vraiment adoré.